Hello everybody, welcome to Rebon. Bonne année à tous, on est enfin de retour. Après quelques petits mois d'absence, on est très content de vous retrouver. Beaucoup de plaisir, ça fait très plaisir de vous retrouver, vous nous avez manqué un petit peu. Welcome to Rebon, the imperfect podcast that tells the perfectly true story. Non, pas en anglais, en français. Bienvenue dans Rebon, le podcast imparfait qui raconte des histoires parfaitement vraies. Tout au long des épisodes, de nombreux invités vont se joindre à nous. On parlera d'échecs, de résilience, de moments de doute. Non, j'ai toujours pas de story édulcorée à vous raconter. Mais des histoires parfaitement vraies, racontées par les personnes qui le sont tout autant. Let's go! Resilience, failure, authentic, stories, courage, rebound. Aujourd'hui, on accueille une personne incroyable. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de la recevoir parce que la première fois que je l'ai eu au téléphone, on a eu un bel échange, un échange très enrichissant. J'accueille une athlète de haut niveau. C'est la première fois que j'accueille une athlète de haut niveau. Voilà. Coach, coach mental. Je ne vais pas en dire plus. Je vais te laisser te présenter. Mhm. Bienvenue, Solène. Merci. Bah écoute, moi je suis bien contente de faire ce podcast avec toi parce que j'ai regardé les précédents et j'ai trouvé les échanges assez enrichissants. Donc moi c'est Solène. Voilà, je Mhm. suis une ancienne athlète de haut niveau, vraiment ancienne. Et maintenant aujourd'hui, je suis préparateur physique donc, Ok. pour les sportifs de haut niveau. Euh, j'ai été aussi entraîneur d'athlétisme pendant très longtemps. Sur la Ligue d'Île-de-France Athlétisme. J'ai fait pas mal de clubs, mais avec les années, j'ai préféré m'orienter sur la base de la préparation physique, notamment dans le football précisément. Ok. Si on devait parler au-delà de l'aspect sportif, au-delà de tout ça, qui es-tu, Solène? Qui je suis? Eh ben, écoute, moi, Solène, je suis une personne avec un parcours très atypique, Ok. dans le sens où j'ai pratiqué l'athlétisme très jeune et je suis entrée en pôle espoir. J'avais quel âge? Je devais avoir 17-18 ans. Ok. Voilà, parce que j'étais pas mauvaise dans mon domaine. Et j'ai commencé par le 400 mètres haies. Ok. C'était une discipline très dure que j'ai détestée. Mais je l'ai pratiquée pendant une longue période parce que bon, j'avais des grandes jambes, je savais franchir les haies assez bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grosse blessure quand j'ai eu 19 ans. Ok. 19 ans, une blessure assez importante, c'est à l'ischio-jambier, derrière la cuisse. Et j'ai arrêté. J'ai eu envie d'arrêter parce que la blessure, elle était tellement intense et j'avais eu vraiment mal et ça a été une rééducation à l'époque très, 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 très longue. Du coup, j'ai bien arrêté pendant quasiment 2 ans. Ok. Oui. Et sur cette période-là, j'ai eu mon fils, mon premier fils qui a 23 ans aujourd'hui, bientôt. Et en fin de compte, pour moi, j'avais tout mis derrière moi parce que c'était pas une bonne expérience. J'étais en sport-études. Et la première année de mon sport-études, ça a été vraiment compliqué parce que j'étais en club, je m'entraînais 2 fois par semaine et tu arrives, tu t'entraînes 5 fois, quoi, et plus les études derrière, Ouais. quoi. Et c'était vraiment difficile. Bon, je m'en suis bien tirée et la deuxième année, ça a été mieux. Et après, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'était bien parce que tu te fais des amis, tu découvres, mais t'es pas préparé. Ok. T'es pas préparé à ça parce que tu dors athlète, tu manges athlétisme. Et du coup, bon, ben, moi, quand j'ai arrêté, j'avais mis tout ça derrière. Je ne pensais jamais revenir. Ok. Donc là, j'ai vu que tu as commencé de l'athlétisme à 10 ans. Oui. Pourquoi l'athlétisme Pourquoi l'athlétisme? Parce que, en fait, quand j'avais 10 ans, en fait, à la base, c'est la fille de ma marraine Ok. qui pratiquait ce sport. Et en fait, il m'arrivait de l'accompagner à son entraînement. Et en fait, quand je l'accompagnais, je courais à côté des autres, à l'époque, avec son entraîneur. Et en fait, comme je courais vite, Mhm. on m'a proposé, en fait, de venir m'entraîner. Ok. Je n'étais pas très, très motivée parce que j'avais une préférence pour le football. Ouais, un peu rien à voir, hein. Ah, vraiment rien à voir. Mais on court quand même. On court quand même. Tant qu'on court, Tant qu'on court, t'étais chaud. tout va bien. Et en fait, j'ai commencé, je te dis ça, je devais avoir 10 ans, hein, c'est ça, hein. Mais j'ai eu des périodes d'arrêt parce que j'avais envie de toucher à d'autres sports. Parce que j'ai Ok. pas fait que de l'athlétisme. Tout en faisant de l'athlétisme, à un moment donné, j'en ai eu marre de l'athlétisme. Je suis allée faire un peu de basket, j'ai fait du handball, j'ai fait du tennis.
Ouais. J'ai même été scout. Ah, t'as tout testé. Oui, oui, j'ai tout testé parce que moi, j'habitais à Issy-les-Moulineaux. Et en fait, Issy-les-Moulineaux, c'est une ville qui était très sport. On avait Mhm. l'OMS et Ok. on avait la possibilité de tester beaucoup de sports. Et moi, j'ai profité de tester tous ces sports-là. Et finalement, j'aimais bien l'athlétisme parce que je suis quand même une personne assez individuelle. J'ai un côté un peu solitaire. Et donc, Ouais. ce sport-là, c'est voilà, c'est toi et toi, quoi. Ok. Donc, du coup, j'ai décidé en minime, je pense que je devais être minime, je devais avoir 14-15 ans. Et là, j'ai décidé d'aller pleinement m'entraîner à l'athlétisme, faire que Ok. ce sport. Un petit point que tu as abordé tout à l'heure, donc à 17 ans, tu rentres au Pôle Espoir. Oui. Et tu m'as dit, tu t'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas prête. Comment on fait justement pour faire cette bascule-là? Parce que quand tu rentres en Pôle Espoir, il y a une petite partie de professionnalisme qui commence à s'intégrer. Comment justement tu fais pour te préparer à ça? Ben, en fait, la problématique, pourquoi je dis que j'étais pas préparée, parce que déjà, moi, je suis d'origine congolaise. Voilà, mes parents, le sport, nous, c'est les études, hein. Ouais, Va faire tes études, le sport, c'est juste un plaisir. ouais, Mais ils ne s'attendaient pas à ce que, en fait, je sois vraiment douée. Et quand j'avais été repérée, j'avais fait mes premiers championnats de France, j'étais cadette. Et je courais le 320 mètres haies. Et c'était un championnat de France où j'ai vraiment excellé. Et j'étais repérée justement par cet entraîneur qui était directeur du pôle espoir d'athlétisme. Et c'est lui qui est venu me voir en me disant: «Ah, t'as tellement bien couru, t'es doué.» Et en ouais. fait, il m'a donné en fait cette convocation pour justement intégrer ce pôle. J'ai ramené ça à mes parents. Mes parents m'ont dit: «Ça, c'est quoi?» Donc pour eux, c'était difficile parce que ils avaient un petit peu peur aussi que je parte comme ça. J'étais jeune, partir. Bon, ils ont pris ça comme un internat. Bon, c'est un Ouais. internat, il y a Ils pas de ont pas souci. pris au sérieux. Voilà, ils se Ok. sont dit: «Bon, vas-y.» Moi, mes parents, ils avaient donné l'ultimatum justement au cadre que voilà, elle fait, mais les études avant tout. Ok. C'était la condition de mes parents. Donc je suis partie comme ça. Mais sauf que moi, comme je t'ai expliqué, je m'entraînais que 2 fois. J'étais dans un club. Ouais. Donc, c'était juste un loisir, c'était pas, encore, bon, j'étais fan de Marie-Josée Pérec parce que j'avais regardé les jeux olympiques. Et Ouais. j'aimais tellement j'aimais sa manière de courir, c'était juste j'aimais comment elle courait plus dans sa stature, quoi, l'angéline et tout. Mais j'étais plutôt fan dans le mental de Jonathan Edwards. On l'appelle le Ok. gros élan. Donc, il faisait du triple saut, mais j'étais tellement fan de sa mentalité. Et c'est ça qui a fait que j'ai aimé l'athlé. Et en fait, quand je suis arrivée au Pôle Espoir, moi, c'était encore un loisir. Moi, je ne m'attendais pas à autant d'entraînement. Je ne m'attendais pas à tout ça, quoi. Ouais. Tu as des horaires pour aller dormir. Tu peux pas manger comme tu veux. Moi, j'étais habituée à la cuisine de ma mère. Ouais. Je me retrouve avec une cuisine différente. Ouais. Et les horaires, il fallait se réveiller tôt le matin pour aller à l'école. Et quand tu reviens de l'école, tu as entraînement juste après. Après, tu as l'étude. Donc, c'était un rythme. Moi, j'ai eu du mal, hein. Ok. Justement, comment t'as fait justement pour t'adapter à ce rythme-là? Est-ce qu'il t'a fallu du temps ou t'as pu t'adapter à ce rythme assez rapidement? Mais non, parce que nous, en fait, moi, je suis de 81. Je suis d'une génération où, à l'époque, la préparation mentale, je pense qu'elle existait, mais à l'époque, c'était un peu une honte. Ok. On ne voulait pas aller consulter un psychologue. Non, on ne faisait pas. Et puis, c'était pas encore, c'était pas dans les mœurs, en fait, dans ma génération. C'était pas ce que est aujourd'hui le sport. Ouais. Le sport a beaucoup évolué, ce qui est très bien, hein, dans la préparation mentale, la préparation physique. Nous, à l'époque, on n'avait pas les préparateurs physiques. C'est nos entraîneurs qui faisaient tout, en fait. Ok. Donc l'entraîneur était déjà le cadre, il était aussi le préparateur physique, il était aussi le père, quoi. Enfin, celui voilà, qui nous donnait des règles aussi de vie. Ouais. Donc on avait un petit peu ça comme figure. C'était une génération qui était différente. Donc forcément, il faut se fondre dans la masse, quoi. Et moi, j'ai fait avec et c'était compliqué, quoi. C'était C'est vraiment compliqué. compliqué? Ouais, c'était compliqué. Moi, Ouais. j'ai abordé vraiment cette année-là Ouais. difficilement. J'avais même envie de rentrer chez moi, hein. Ah oui, ok. J'avais envie de repartir à la maison, c'était dur, oh les entraînements et j'étais tout le temps fatiguée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps fatiguée. J'avais l'impression que mais après, bon, tu formaté. Ouais. Donc c'est pas, tu te dis, c'est pas s'adapter. J'étais formatée, ça m'a structurée. Donc Ok. forcément, j'ai fait avec. Je me suis dit: «Bon, c'est comme ça, tout le monde faisait ça.» Et puis après, j'avais des super copains, des copines.
Donc, ça aide aussi, hein. Ouais. Justement, face à cette difficulté-là, tu t'engages dans le pôle espoir, dans le but de professionnaliser. Comment tu vas réussir à trouver justement l'énergie, la force de pouvoir continuer face à ces difficultés? Mais en fait, cette première année-là, moi, j'étais pas partie pour être professionnelle, hein. Ok. J'étais encore dans mon idée: «Ah, je vais faire de Ouais. l'athlétisme, C'est cool. ouais, c'est cool». Ouais. J'étais encore dans le «c'est cool». J'avais pas encore cette idée de devenir professionnelle. Mm. C'était pas encore venu, en fait. C'est vraiment, j'étais repérée et j'ai basculé là-dedans et je pense que j'étais un peu pas mature encore, je pense. Ok. J'étais encore une enfant, hein, donc du coup, bah, j'ai fait avec sans forcément me dire que j'allais devenir une championne, tu vois? Ok. C'était comme ça. Moi, franchement, j'ai fait presque 2 ans, hein. Ces 2 années-là, ça a été, je pense qu'on s'est plus amusé. Je pense que c'était une génération. C'était la récré. Ouais, c'était la récré. Ouais. Franchement, c'était la récré, on s'entraînait, on avait trouvé des amis, on était jeunes, c'était pas encore, je pense pas qu'on avait encore ce côté où l'entraînement à proprement dit, c'était pour amener à tel ou tel objectif, quoi. Ok. Mais par contre, on était doués, quasiment tous. Donc forcément, on s'encourageait dans les compétitions, on était là. Voilà, moi, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai peut-être arrêté quand j'ai eu la blessure, parce qu'en plus, je m'en souviens, je dormais pas beaucoup, j'étais fatiguée, l'alimentation, c'était le changement. Donc, j'ai eu du mal et je pense que je me suis claqué l'ischio-jambier comme ça, quoi. Et Ok. quand j'ai arrêté, quand j'ai pris la décision d'arrêter, je pense que c'est vraiment comme je te dis que je ne sais pas qui j'étais encore à l'époque. J'étais pas encore, je ne savais pas ce que je voulais être. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas eu envie de revenir. Justement, tu parles de tes blessures, tout de suite tu nous as parlé de tes blessures. Oui. Ta carrière a été interrompue plusieurs fois par des graves blessures, des grosses Oui. blessures. Moi, j'aimerais savoir comment tu as su trouver cette force-là de pouvoir revenir. Et même après ces blessures-là, tu as eu Ouais. des grands succès, comme j'ai pu le voir. Mais en fait, la blessure, en fait, on est formaté quand même parce que moi, le sport, il m'a structuré, il a façonné toute mon identité. Mhm. Donc, c'est vraiment, j'ai connu que ça. Ok. Quand tu connais que ça et tu cours, en fait, tu t'entraînes pour, euh, pour une performance, pour quelque chose. Alors moi, moi, je parle plus de la période où j'ai repris parce que j'ai fait du 100 mètres haies. Et tu t'entraînes et en fait, tu fais des compétitions pour arriver à un point, à une performance, Ouais. à aller à un endroit. Et quand tu as travaillé toute l'année comme ça et tu te blesses derrière, ben, ça fait mal, tu es déçu, tu pas bien, mais il faut tout faire pour revenir. Donc du coup, ben, tu vas te soigner, tu vas aux soins, tu es accompagné par des kinés. Donc une fois que tu es revenu aux soins, et ben, tu repars à l'entraînement et tu repars. Donc en fin de compte, c'est comme si ça faisait partie de nous, en fait. Et, Ok. on est un peu comme des machines. Parce que faut pas croire, c'est dur, hein, on le subit, hein. C'est des moments très, 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 très compliqués dans nos vies, de la période du sportif de haut niveau. Mais voilà, on sait qu'il faut peut-être des échéances. Ouais. Donc il faut se dépêcher parce que moi, voilà, j'ai un exemple concret. Moi, je me souviens, je devais me qualifier pour les championnats de France. Et avec mon entraîneur, on allait partir faire un 100 mètres haie en compétition. Et à l'échauffement, en fait, tu avais quelqu'un qui avait monté la haie sur la tête des garçons. Tu avais plusieurs haies qui arrivaient. Je n'avais pas vu qu'il y avait une haie qui était montée. J'ai commencé à franchir à l'échauffement. Quand j'ai vu la haie, je suis tombée, je me suis cassé le bras. Ok. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est foutu. Et j'ai commencé à pleurer, c'était foutu. Tu avais le bras qui partait. Et là, je me suis dit, j'avais tellement mal. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah non, je vais aller courir. Et mon coach, il me dit, mais t'es sûr? Je dis, si, je vais courir, il faut que je le fasse. Et j'arrive là-bas, et je suis allée chez les soignants qui m'ont mis un bandage et tout. Et en fait, quand j'arrive au départ, tu as le juge qui me dit, bah non, vous pouvez pas courir comme ça. Je dis, bah non, je vais courir comme ça. C'est ma décision à moi, je prends ma responsabilité, je vais le faire. Bon, il m'a laissé courir. Je te jure, j'ai pris le départ avec un bras, et tu avais l'autre bras qui était comme ça. Et je suis partie, mais j'ai jamais senti la douleur à ce moment-là. Ok. C'est comme si il y avait rien. Je suis partie, et j'ai fait mes minima pour les championnats de France. Et là, je me suis effondrée en larmes et j'avais mal. Ok. Mais justement, qu'est-ce qui construit cette détermination-là moi, je suis très admiratif de ces sportifs-là qui ont vraiment cette détermination-là. Mais qu'est-ce qui construit ça? Ben, ce qui construit ça, c'est parce que, comme j'expliquais, on est formaté, c'est de la résilience. Ouais. C'est parce que on aime ça aussi. Nous, on adore.
Moi, je dis des fois, avant, je disais, c'est comme un médicament. C'est déjà, l'athlétisme, c'était jouissant. Donc, forcément, comme tu aimes ce que tu fais, et puis tu as connu que ça, et que tu vis que dans ça, dans ce milieu-là, ben, la blessure, en fait, elle est là, ça fait partie des moments difficiles, mais ça fait partie de nous, en fait. Ok. C'est-à-dire que le sport de haut niveau, on ne peut pas échapper à la bêtise, à la blessure. On peut la minimiser, mais on ne peut pas l'éviter. Et ça, on le sait déjà. Dans nos têtes, on sait que forcément, quand tu pousses ton corps à bout, et à un moment donné, le corps, il dit stop. Ok. Et ça, tu le sais. Il y a un moment donné où ton corps a dit stop. Mm. Justement, comment tu fais pour réajuster ton cerveau pour pouvoir continuer? Parce qu'à un moment, le corps te dit quand même stop, mais tu reviens. Non, parce que nous, on ne sait pas dire stop. En fait, c'est ça le problème d'un sportif de haut niveau. Ouais. C'est-à-dire que nous, on va toujours au bout. Et en fait, souvent, c'est le corps qui nous arrête. Ok. C'est qu'on va y aller, même si c'est compliqué, on va toujours y aller. Aujourd'hui, par exemple, moi, dans ma santé aujourd'hui, bah, même dans ma vie de tous les jours, comme le sport il nous a façonné comme ça, la difficulté pour moi, je la vois jamais. Ok. Pour moi, il n'y a jamais d'échec. On apprend toujours. C'est ça, en fait, qu'on apprend dans le sport de haut niveau. Est-ce que justement, il y a un moment dans tout ça où tu t'es dit, c'est bon, j'arrête, je reviendrai plus? Oui, c'est justement la période où tu as expliqué en Ouais. 2001, quand j'ai arrêté, j'ai dit je ne reviendrai plus. Et, C'était- et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu te remotiver? Justement, Je c'est la m'étais question pas précédente remotivée. que je me suis posée. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, j'ai eu mon fils, mon premier. Je comptais pas revenir. Ok. Et du coup, j'étais mère seule avec mon garçon. Et je suis repartie habiter chez mes parents. Donc, j'ai allé chez mes parents, voilà, pour pouvoir m'aider, pouvoir reconstruire un petit peu une vie, continuer un petit peu ma vie. C'est justement, en fait, mes parents qui me disaient, mais au lieu de rester à la maison, à rien faire, pourquoi tu vas pas faire ton truc, l'athlétisme, là, que tu aimes bien? Ils avaient refusé à la base. Oui, mais en fait, ils avaient compris que ils avaient refusé, mais aujourd'hui, ils ont pris conscience que bah, ce sport, en fait, c'est ça qui faisait que j'étais vraiment forte et que j'abandonnais jamais. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, mais va faire ton sport. Et en fait, je voulais pas. Je dis non, non, non. Et t'as mon beau-père à l'époque qui me dit, ah, j'ai vu un stade, là, France Miniature, là, avec des gens qui couraient. Tu veux pas retourner aller voir Tu veux là-bas? pas aller courir? Tu veux pas aller les voir? Et moi, je voulais pas. Et en fait, et bien sûr que si, je suis allée par curiosité. Ouais. Je voulais voir et je voyais des gens qui couraient, qui s'entraînaient et tout. J'y suis revenue plusieurs fois, en fait. Et un Avant jour, de se lancer. oui, j'y suis revenue plusieurs fois. Et après, je me suis dit, ah, je vais aller voir, peut-être que je vais faire de Ouais. l'athlétisme loisir. Puis j'avais pris beaucoup de poids et Ok. j'avais changé aussi. J'avais 22 ans à l'époque. Et en fait, quand je suis arrivée, je voulais faire de l'athlé loisir. Et de fil en aiguille, en fait, pendant l'entraînement, bah, mon entraîneur a vu qu'il y avait un petit talent quand même. Il y avait des petites choses derrière. Et il m'a demandé si je voulais faire les interclubs avec eux parce il s'était aperçu que j'allais franchir des. Il leur Ok. manquait une coureuse de haie en fait pour les interclubs. Et je voulais pas y retourner. En fait, je voulais pas y Ouais. retourner déjà par rapport au milieu. J'ai eu beaucoup de mal aussi avec ce milieu. Ok. C'est pas facile notre milieu à nous. Et je voulais pas retourner déjà pour ça. Et aussi, j'avais peur de ma blessure en fait. C'était encore dans ma tête. Ok. Voilà, et finalement, il m'a oui, viens, viens, viens. Et finalement, j'ai accepté. Et j'ai franchi les haies comme ça, sans quasiment beaucoup d'entraînement. Et j'ai vu quand même qu'il y avait des restes. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait des restes. On a fait une petite saison jusqu'au championnat d'Île-de-France. Et là, j'ai dit, en fait, ce qui a fait que j'ai eu envie de rester, c'est l'entraîneur. Souvent, c'est ça. C'est l'entraîneur, souvent, qui fait que tu restes ou tu reviens. Ouais. Je suis tombée sur cet entraîneur-là, qui avait vraiment un côté très humain et un côté un peu paternel. Et franchement, c'est lui qui a fait que je suis revenue. Et il m'a redonné confiance en moi et tout. Et là, je lui ai dit, et à la fin de la saison, il m'a dit, alors, tu veux revenir? Et je dis, ah oui, là, je veux venir et je veux casser la baraque. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant ce que Voilà. c'est vraiment très intéressant. Et par rapport à ça, à un moment donné de ta vie, tu as pu te dire, écoute, là, c'est fini. J'arrête. Mais tu trouves toujours cette force mentale. C'est vrai que je répète ma question. Parce qu'il y a eu plusieurs arrêts, plusieurs blessures, et tu as toujours su revenir. Et à chaque fois, c'était toujours mieux. Il y avait toujours des Oui. belles échéances Mais j'aime mon sport. C'est Voilà. parce que C'est l'amour du. c'est le sport. Et puis, j'aimais beaucoup l'athlétisme quand même. Ouais.
pourquoi on aime ça aussi? Parce que on voyage aussi, on côtoie des gens, on fait des performances, on progresse. Ouais, Et la progression fait que tu as toujours envie. Et voilà, c'est un milieu aussi qu'on aime bien. Voilà, donc forcément, ça m'a toujours donné envie d'y ouais. rester. Et je connaissais pas autre chose Ok. aussi. À quel moment tu as compris que tu avais du talent? Parce que on a parlé que certaines personnes t'ont fait comprendre, le coach t'a fait comprendre que tu avais, ce niveau-là, mais comment toi, tu as compris, à quel moment tu as compris que tu avais ce talent-là? Bah, franchement, je l'ai pas compris tout de suite. Parce que Ouais, comme je disais, plus jeune, je faisais ça pour m'amuser. Et à chaque fois, on te pousse, on te pousse, on te pousse. Et là où j'ai compris que j'avais du talent, c'est comme je te l'ai dit, c'est vraiment cet entraîneur-là c'est de la prise de ouais, confiance en moi. Il a vraiment tout fait pour que je prenne confiance en moi. Et c'est ce qui a fait que là, j'ai dit, et grâce à lui, hein, j'ai commencé à connaître un côté de moi que je ne connaissais pas, ok, la rage. ok, La rage de me venger, en fait, de toute la période de blessure que j'ai pas réussi, j'ai envie de me venger. ok. L'envie de te prouver à toi-même. Voilà, de me prouver à moi-même que j'étais capable, ce que j'ai pas pu faire auparavant. J'étais peut-être immature encore. Ouais, J'avais pas encore la maturité. Et puis, il y avait mon fils. Et qui te donnait cette force-là. mon fils m'a donné beaucoup de force, Ok. vraiment, pour reprendre, quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'après-carrière, justement. C'est vrai qu'après cette carrière, cette grande carrière où tu as fait pas mal de choses, tu as totalement changé. Euh, total- on est passé vraiment à totalement autre chose. Notamment, tu as travaillé en banque, c'est ça? Ouais. Voilà. Comment ça s'est fait? Ben, comment ça s'est fait? C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai arrêté l'athlétisme en 2008, c'est vraiment la grosse blessure. Là, c'était la blessure de trop. Ok. Tu sais, quand tu connais beaucoup de blessures, les opérations, moi, j'ai eu pas mal d'opérations. Et je pense que c'était l'opération de trop. Je me suis fissuré sous le gros orteil, l'os, et j'ai dû avoir une greffe osseuse. Là, franchement, j'ai dit c'était trop. J'ai, je me suis dit, je vais arrêter. Je vais raccrocher les pointes. Et pourtant, j'ai arrêté, j'avais 27 ans. Ouais. J'avais encore du temps. Mais aussi parce que je pense que, au fond de moi, je m'étais dit que j'avais accompli ce que je voulais. Je pense que j'étais arrivée au temps où vraiment je me suis dit, ça y est, tu Ouais. as fait ce que tu avais à faire. Mais je ne suis pas venue tout de suite à la banque, hein. Ok. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé par, parce que j'avais un BPGEPS à l'époque, j'ai commencé par travailler à la mairie de Trappes. Et j'ai Ok. commencé justement à travailler en tant qu'éducateur pour les jeunes de Trappes, en fait. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce métier-là parce que moi, j'aime bien les relations sociales. Et j'adore accompagner les jeunes. Et j'ai accompagné beaucoup de jeunes à Trappes. Ok. Et j'ai aussi eu des super collègues, c'était bien. Mais après, pourquoi j'ai pas continué? Parce que je considère que c'était un métier précaire, dans le sens où j'étais vacataire souvent, ou bien j'avais des contrats contractuels à la mairie. Au niveau d'une vie sociale, moi qui avais un enfant, et puis moi je suis une athlète et j'aime bien gagner, j'aime bien les challenges, Ouais. je me suis dit, bon maintenant, l'athlétisme, c'est pas un sport qui paye. Il faut dire ce qui est, c'est, voilà, il faut courir après les sponsors, après les partenaires. J'ai pas gagné des millions, hein, on va dire. J'ai gagné de Ouais. l'argent, mais pas des millions. Donc, il fallait à un moment donné que je puisse aussi avoir une vie. Et en fait, pourquoi la banque? Parce qu'en fait, je voulais trouver un boulot stable, en fait. Une stabilité professionnelle, une stabilité sociale. Et de ce fait, je suis partie à la Cité des métiers, là où j'habitais à Trappes. Et c'est une conseillère, à l'époque, en fait, c'est arrivé par hasard. Elle m'a dit: «Ah, tu sais, en ce moment, la banque, ils recrutent pas mal. En Ouais. plus, toi qui es une ancienne sportive de haut niveau et que tu connais la gestion du stress, ça peut t'intéresser». Et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Parce que, voilà, il me fallait un boulot, et je m'attendais pas à ce que, je suis rentrée sans diplôme, hein. Ok. J'ai su me vendre. J'ai su me vendre et c'était mon premier boulot, en fait. Je connaissais pas spécifiquement vraiment le milieu de l'entreprise, du travail. Du coup, des fois, des fois on me parlait mal et je répondais pas. Ok. Et je rentrais chez moi, j'étais comme un zombie, en fait. Et là, je dis: et je rentrais et mon mari, il me disait: «Mais qu'est-ce qui va pas?» Et je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, ma mère, je l'ai appelée: «Viens me chercher, ça va pas et tout». Et j'ai pleuré dans les bras de ma mère. Et ma mère a dit: «Mais si ça va pas, faut arrêter, hein». Aussi Et simple ma que mère, ça. elle pleurait avec moi: «Ça va pas, arrête et tout». Et en fait, et c'est là, en fait, j'ai fait un burn-out, j'ai été arrêtée longtemps. Ok. J'ai fait un long arrêt et je pense que ça venait plutôt du fait que quand j'ai arrêté l'athlétisme, je pense que j'étais nostalgique.
je pense que j'aurais pas dû arrêter. J'ai arrêté sans forcément le vouloir. Et du coup, ça m'a manqué. J'étais nostalgique du sport, en fait, du milieu du sport, en fait. Parce que la banque, c'est pas, ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. Et donc, en fait, durant cette période-là, c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai dit, je vais pas continuer. Et je suis partie, j'étais accompagnée, moi j'habite à Brie-sous-Fort, j'étais accompagnée par justement une conseillère de ma communauté de communes et qui m'a accompagnée longtemps, une super conseillère, hein, au top. On a fait un bilan de compétences, elle m'a amené voir une psychologue du travail. Ok. Et la psychologue du travail m'a vraiment accompagnée. Et du coup, quand j'ai fait les tests, qu'est-ce qui est revenu? Le Le sport. sport. Ouais. Et justement, comment tu as fait pour te reconnecter avec tes racines, avec la base vraiment de ton identité, le sport? Comment t'es Alors, parvenu à ça? de toute façon, moi, comment j'ai fait? C'est-à-dire que quand le sport est arrivé, ma psychologue m'a conseillé de faire des stages. Il y avait le métier de préparateur physique qui était ressorti, en fait. Ok. Et là, j'ai dit préparateur physique. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais où est-ce que je vais trouver un stage de préparateur physique? Et tu as mon kiné qui me dit, mais va voir, tu as l'autre qui travaille à l'ESTAC à Troyes. Il est Ok. parti là-bas, va le voir et tout. En plus, comme toi, tu l'avais aidé à l'époque quand t'entraînais et tout, je pense qu'il sera ravi de t'aider, quoi. Et j'appelle Guillaume. Je dis, ah, Guillaume et tout, je cherche un stage. T'es à l'ESTAC. Guillaume m'a dit, ah ouais, c'est top et tout. Mais par contre, à l'ESTAC, ils prennent pas de stagiaires. Ouais. Oh, j'ai dit, c'est pas possible et tout. Comment ça, ils prennent pas de stagiaires et tout? Il m'a dit, bah attends, je vais essayer. Je te garantis rien, mais je vais pas lâcher l'arabe et je vais tenter. Il a tenté et puis il m'appelle une semaine après, il me dit, ça y est, j'ai réussi, tu peux venir en stage. Qu'est-ce que j'étais contente. Et je suis partie à l'ESTAC comme ça, j'ai fait mon stage. J'ai adoré le foot. Depuis tout à l'heure, on a parlé un petit peu du côté mental. C'est vrai que la Ouais, partie sportive, c'est très intéressant, mais bien sûr. j'aimerais qu'on appuie aussi un petit peu sur la partie mentale. C'est vrai qu'avec l'évolution du sport, l'intensité du sport, de plus en plus de pression, Bien il y sûr. a pas mal de sportifs qui ont recours à des coachs. J'ai cru comprendre que tu accompagnes aussi des sportifs dans cette partie-là. Alors moi, j'ai pas fait la préparation mentale Ok, pour être préparateur mental. Moi, je ok, trouve que la préparation mentale, c'est quand même spécifique. J'ai accompagné des sportifs dans, sur une période, mais moi, j'ai plus fait ce métier-là parce que c'était pour avoir des outils pour mon métier de préparateur physique. ok. Je laisse le cerveau préparateur mental, Mhm. mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour mes sportifs que j'accompagnais. Il y a Oui. de plus en plus de sportifs qui ont recours à des préparateurs mentaux. Oui. Et justement, comment tu peux, quelle vision tu as par rapport à ça? Et quel est le rapport que la préparation mentale va avoir sur la performance? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que quand on est sportif, souvent, tu as aussi ton histoire, Ok, tu vois. Et en fait, il peut avoir des fois des choses de ta vie qui peuvent des fois aussi s'intégrer dans des problématiques, peut-être dans une compétition, dans ok, la gestion du stress, comment tu gères une compétition, tout ça, c'est tout ton travail que tu fais d'entraînement, mais tu n'as pas travaillé la partie. Je donne un exemple, hein, dans l'athlétisme, c'est la chambre d'appel. ok. La chambre d'appel, c'est long. Tu en as beaucoup. Et tu as des sportifs, tu as des athlètes qui intimident, hein, qui t'intimident. Et ça commence là, hein, c'est un peu une guéguerre. Hein. Tu as intérêt à te préparer. Et Ok. ça, le recours à au préparateur mental, c'est important, même aussi pour l'accompagnement de l'entraînement. Il y a des moments où tu vas pas bien, il y a des moments où c'est compliqué. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un pour parler, pour exprimer, et qui te donne aussi des outils nécessaires pour évoluer. Donc, il y a plein d'outils. Il y a peut-être la sophrologie, il y a l'imagerie mentale, il y a beaucoup de choses dans la préparation mentale. Mais attention, il commence à avoir une poussée de préparation là, qui sort là. Moi, je trouve que c'est dangereux parce Ouais. que En quoi? c'est pas on peut pas faire une formation de 3 semaines, être un préparateur mental. Moi, j'ai fait une formation, accompagner un sportif, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est l'accompagnement, le cerveau de quelqu'un, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que tu as pas mal de psychologues du sport qui sont bien, voilà, qui accompagnent. Et voilà, il faut vraiment. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aujourd'hui de pouvoir être meilleur en termes de performance. Mhm. Et moi, je pense que c'est important.
Je vais t'embêter là-dessus un peu, un peu. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'impact que va avoir la préparation mentale sur la performance sportive? Ça va optimiser ta performance. Optimiser. Voilà. Dans quel sens? Bah, dans le sens où tu vas courir avec tes jambes. Ok. Le cerveau, tu as Tout part de besoin, la tête. t'as besoin aussi de ta tête. Hein. Ok. Donc, quand ta tête, elle n'est pas bien, admettons, je te donne un exemple. Tu vas faire les JO. Bah, Mhm. tu prépares tes Jeux Olympiques, tu n'as pas été qualifié à tes Jeux Olympiques. Alors que tu as travaillé toute l'année et tu arrives là. Et tu vois que ben, tu as la course ultime pour te qualifier. Et tu ne te qualifies pas. Ouais. Et là, vraiment, c'est compliqué. Il faut rebondir pour l'année suivante. Donc là, le préparateur mental, il est important parce qu'il va quand même t'aider aussi parce que c'est des échecs. Hein. Ouais. On le voit comme des échecs. Hein. Et regarde, moi, dans ma génération, il y en avait pas. On a quand même eu des soucis. Tu vois, j'ai fait des arrêts, j'ai repris, j'ai arrêté, parce que j'aurais aimé l'avoir. Ouais. Franchement, je pense que si j'avais un préparateur mental à l'époque, franchement, je pense que ça aurait changé la donne. Et justement, qu'est-ce que tu en penses de l'évolution qu'il y a eu ces dernières années-là avec l'arrivée des préparateurs mentaux? Il y a quelques années, il y a 20, 25 ans, il n'y avait pas, cet accompagnement-là. Il y avait, mais certains les consultaient parce Ouais. qu'ils avaient accès, mais il faut pas que ça se sache. Ouais. Parce qu'après, on va te critiquer, vas-y, t'es une tapette, pourquoi t'as besoin de ça Ouais. Ma génération, c'était ça. Pour nous, c'est un peu une honte, quoi. Ouais. On le voyait comme ça. C'est bien qu'aujourd'hui, ça a changé. C'est plus une honte, c'est important, ça aide quand même, ça accompagne. Souvent, les préparateurs mentaux, ils arrivent, ils sont souvent là avant ta course. Tu vas l'appeler. Ouais, je suis pas bien, je suis stressé et tout. Il te connaît, donc il va Ouais. commencer à travailler pas mal de choses avec toi avant ta course ou avant un match. Donc c'est important quand même. Ok. Nous, dans notre podcast, on a créé ce podcast, justement, on parle pas mal d'échecs, de résilience. Oui. Quand on est un sportif, on connaît beaucoup d'échecs. Et justement, on en a parlé de justement ce côté de résilience-là que tu vas chercher pour continuer à performer. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'échec? L'échec, en fait, aujourd'hui, je parle avec beaucoup plus de recul maintenant. Mhm. Moi, j'ai pas, pas sur le côté sportif, beaucoup sur ma partie professionnelle, on va dire. Moi, j'ai monté une salle de sport pour transmettre, pour transmettre mon expérience, accompagner des sportifs. Et malheureusement pour moi, j'ai découvert à une période où c'était le Covid. Ok. Tu vois. J'ai découvert là et j'étais hyper contente parce que cette salle de sport, c'était mon bébé. C'est toute mon histoire, c'est mon identité, c'est mon parcours de vie. C'est tout ce que j'ai fait et pour moi, c'était important. Donc j'avais commencé, ça se passait bien. Sauf qu'il y a eu le Covid, les fermetures de salles à chaque fois Ouais. ont fait que C'est embêtant, ça, pour tout tu le perds monde, de hein. l'argent, Ouais. tu perds tout et tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Une fois que ça s'est arrêté, bah là, tu te retrouves avec l'inflation. Et là, la facture elle grimpe et tu vois que tu te payes pas, quoi. Et là, tu as mon mari qui me dit il va falloir qu'on arrête. Hein. Et on va falloir éteindre l'incendie avant que le feu se propage. En fait, je voulais pas arrêter. Ouais. Parce que pour moi, c'est un échec. Mhm. J'ai dit non, moi, j'échoue pas. Je peux pas arrêter parce Le que côté sportif. le côté sportif, il est arrivé. Et, le jour où il a fallu me rendre à l'évidence, j'ai liquidé ma société. Je l'ai très mal vécu. Mhm. Je l'ai vécu comme un échec, comme une honte. J'étais inconsolable. Ok. Parce que c'est le côté sportif. Pour moi, il faut que j'aille au bout de ma haie. Moi, j'étais une coureuse de haie. Je franchis une haie, 10 haies et je casse à la fin. Et là, j'ai gagné. Et là, pour moi, je suis tombée. Et du coup, j'étais inconsolable. C'était compliqué. Cette période-là, c'était en 2023, pardon. Ok. 2023. Et j'ai eu de la chance quand même parce que je suis passée devant le juge et ça s'est très bien passé. Franchement, ils m'ont tout accordé et tout. Et ils ont vu en fait que j'étais une sportive, ils ont vu tout ça. Et tu as le juge qui m'a donné les contacts pour me faire accompagner. Il m'a dit voilà, allez vous faire accompagner. J'avais pas envie de voir cette psychologue. J'ai accepté, j'ai été la voir et en fait, ils m'ont orienté vers une association de rebond Ok. qui s'appelle la 60 000 rebonds. Et l'association, en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai tellement pleuré dans cette association. Mais grâce à eux, j'ai compris que l'échec n'existait pas Ok. et que c'était pas un échec,
j'avais appris beaucoup de choses. Justement, ce parcours-là va me permettre de rebondir après. Ok. Et c'est là où je dis que c'est avec le temps que j'ai compris qu'en fait, on n'échoue jamais, mais on apprend toujours. Même dans mon parcours d'athlète, à chaque fois que j'ai eu des soucis, je suis toujours revenue. À chaque fois, je reviens toujours. Et c'est ça qui est bien quand on est sportif, parce que le sport, en fait, c'est une belle école de la vie. Ok. C'est vraiment une belle école de la vie parce que ça t'apprend aussi à vivre à côté. Mais par contre, la difficulté, c'est que nous, on veut toujours réussir. Et c'est pas toujours bon. Il faut apprendre à reconstruire lentement, même avec ses cicatrices. Et c'est ça qu'on n'apprend pas, en fait, dans le sport. Ok. Est-ce qu'il y a une partie de compréhension et d'acceptation de l'échec pour pouvoir justement outrepasser cet échec-là et redevenir revenir dans les basses scènes? Non, franchement, souvent, quand on entend rebondir, on a l'impression que c'est ouais, j'ai rebondi, c'est trop Ouais. bien. Non, c'est faux. Tu rebondis pas comme ça. Et c'est long. Franchement, c'est long. C'est déjà. Moi, je sais que quand j'ai tout perdu, pour moi, c'est comme si j'étais devenue personne. Ok. J'ai perdu toute mon identité. Et pour rebondir, quoi faire? Je vais être qui? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? C'est ça le problème, en fait. Ok. Et tu te dis, mais j'ai tout perdu, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est long, le processus, il est super long. Et moi, je pense qu'il faut se faire accompagner quand on a un échec comme ça. Et franchement, merci à cette association de rebond parce que ils m'ont accompagné. Ils ont toujours été là à me redonner confiance en moi, à me dire que c'est pas parce que tu as liquidé une société que je vais pas refaire une autre, quoi. Mhm. C'est pas un échec en soi, mais c'est parce que moi, je l'ai vu comme ça dans mon sport. Et en fait, la vie m'a appris que l'échec, en fait, c'est rien, en fait. C'est pas grave. On rebondit, mais avec le temps. Il Ok. faut accepter le temps. Il faut accepter de se faire accompagner aussi. Mhm. Je pense que c'est pas mal aussi de se faire accompagner, pas forcément par un psychologue. Il y a aussi des gens autour de nous, se faire soutenir. Et moi, c'est vrai que l'athlétisme m'a rendu un peu solitaire. Ok. Donc, voilà. Tu penses que tu peux tout faire toute seule, mais c'est pas possible. Je présume que lorsqu'il y a un échec, il y a ce questionnement-là où on se pose des questions, on essaye de comprendre. Est-ce qu'il faut forcément comprendre l'échec pour pouvoir passer à autre chose? Avec le recul, pas forcément. En fait, pas comprendre l'échec, mais il faut en fait se mettre face à ça. Ok. Voilà, on se met face à son échec, mais même pas. Moi, aujourd'hui, je dis même plus échec. Ok. Je trouve que c'est pas un beau mot. Je pense que je dis plus que j'ai fait un parcours et je pense que je suis peut-être arrivée au bout de ce parcours où je me dis que bah, là, il y a le Covid, il s'est passé ça. Bah, il faut que je rebondisse, mais de quelle manière autrement? Parce que je pense la vie, elle est longue. Ouais. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai, ça fait mal quand même quand tu fais quelque chose, tu construis quelque chose. Ça fait mal, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu son courage et se dire que voilà, c'est vrai, ça a été difficile. Moi, à chaque fois, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Mais ça sert à rien en fait. Ok. Je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai accepté l'accompagnement parce qu'il fut un moment où j'y arrivais plus. Franchement, je me suis renfermée, j'y Ok. arrivais plus. Et je remercie ma psychologue parce que franchement, elle m'a permis quand même voilà, on en a parlé et ça m'a redonné du courage de rebondir autrement, quoi. Et justement, à un moment, tu parlais que tu avais perdu confiance en toi. Oui, Comment tu as regagné cette confiance et su rebondir tout simplement? Comment tu as rebondi exactement? pas toute seule. Pas toute Je seule. pense que si j'avais été toute seule, j'aurais pas rebondi comme ça. Ok. Moi, il y a eu mon mari qui est un fidèle soutien de sa femme Un et petit big voilà. up. Ah, big up au mari. Voilà, c'est mon mari, c'est mon meilleur ami. Donc, Ok. il m'a beaucoup, beaucoup soutenu. Mes enfants. Ok. Mes enfants, ils m'ont dit: «Maman, t'inquiète pas, t'es une warrior». Tu vois? Et le fait de regarder mes enfants et c'est ma chance, en fait. J'ai des magnifiques enfants et quand j'ai regardé ma famille et je me suis dit: «Non, il faut que je leur montre l'exemple». Ok. Et mes enfants, ils sont fans de leur maman parce qu'ils ont vu un petit peu Ils ont vu la sportive. mes échecs, Ouais. tout, mon parcours. Et mon fils m'a dit: «Maman, t'inquiète pas, ça va aller». Le fait de les voir et je me suis dit: «Non, pour ces yeux-là, je vais me relever Ouais. et je vais accepter de me faire accompagner parce que c'est pas possible tout seul». Tu peux pas être dans ton coin, t'asseoir et te dire tu as toujours besoin de quelqu'un, mais il faut être bien entouré. Si on n'a pas un entourage qui nous permet, il y a plein d'associations. Comme je dis, 60 000 rebonds qui est là. Il y a plein d'associations ou des communautés de communes ou des cités de métiers ou des endroits où il y a des conseillers qui nous accompagnent. Et franchement,
C'est ça la chance en France quand même. On a quand même ça. Il y a bon, je dis pas France Travail, hein, parce que mais ça dépend. T'as des fois, moi j'ai une psychologue du travail là-bas Ouais. qui était super, mais enfin, tout ça pour se dire que je pense qu'il faut se faire accompagner et faut pas rester seul, faut pas se rester enfermé dans son échec. Faut Ok. pas. Et justement, quelle est la place de ton environnement Mm. dans ta vie et dans tes réussites? Quelle place a eu ton environnement? Je veux dire, le cadre familial, les amis, l'entourage, Heureusement entre qu'ils étaient guillemets. là. Heureusement. Big up à mon préparateur mental, Steve, Ok, on salue parce que Steve. c'est un ami aussi, hein. Mais heureusement que mes amis sont là. Ouais. Parce que moi, je peux pleurer sur mes amis, je les appelle Steve. Ah, Ah, tu pleures beaucoup? bah oui, Ah, je avant, pensais. non. Ouais, Avant, pas du tout. Bon, avant, je pleurais pas, mais je pleure beaucoup, mais pas devant les gens. ok. Non, Pourquoi parce que j'ai pas envie. C'est mon droit. Non, Ok, mais moi, je pleure parce que pleurer, ça me permet d'évacuer. ok. Je pense qu'il faut pas garder faut pas garder en fait. Il faut évacuer parce que ça permet quand même de rebondir. Ça quand même de voilà. Il faut sortir ses émotions. Il y a pas forcément des émotions fortes, mais il faut Ouais. quand même sortir certaines émotions parce que ça fait du bien. Ça permet quand même de repartir. Est-ce que parfois le fait de pleurer et de sortir ses émotions, c'est qu'on a compris un petit peu ce qui nous arrive? Oui, Parce que parfois on peut avoir des émotions, mais on ne comprend pas. oui, bah c'est pour ça si tu comprends pas, c'est pour ça que Ouais, les émotions, il faut enfin, les contrôler tout seul. Moi, je te dis, hein, j'ai toujours été accompagnée, hein. ouais, Il fut un temps où j'étais seule et j'ai pas aimé. ouais, Franchement, j'ai eu une grosse période de solitude où je me suis renfermée toute seule, où je suis restée dans mon coin. Et franchement, c'était une mauvaise période. ouais. Quand j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu à mes amis proches, hein, aux gens, ben, heureusement que je me suis ouvert à eux parce que souvent, c'est des amis qui ont fait de l'athlétisme aussi. Et souvent, eux, ils te disent des choses qu'en fait, que tu n'aurais pas pensé, en fait. Ouais. Ah, c'est vrai, t'as pas tort. Et les conseils, on ne dit pas que les conseils sont faits pour être appliqués, mais les conseils, ça aide quand même. Parce que ça te permet, toi aussi, de te questionner. Mhm. Aussi, ça te permet aussi de te dire, ah, mais c'est vrai, il n'a pas tort. Ou te dire, ah, voilà. Moi, les conseils de mes amis m'ont beaucoup aidé. Voilà, l'accompagnement m'a beaucoup aidé. Je, je vois que tu as réalisé énormément de choses, que Ah, ce ça, c'est sûr. soit une carrière de sportive, Au secours. une carrière dans la banque, tes enfants. Quelle est ta plus grande fierté, ta plus grande réussite? C'est mes enfants. Genre, je sais pas pourquoi je l'ai senti. Ma plus grande réussite, alors franchement, je m'en tire quand même bien. Ok, Parce que franchement, j'ai eu des moments difficiles de ma vie que je garde. J'ai traversé on va dire, je sais pas, comment on dit, des péripéties. des péripéties, des tempêtes. Des tempêtes. J'ai eu une vie très compliquée. Ok, Et franchement, c'était très, très dur. Et toutes les personnes qui me connaissent, ils me disent toujours, Solène, je sais pas comment tu fais, je t'admire. ouais. J'ai eu des moments. Alors, c'est pas, je sais pas comment je fais parce que moi, j'ai la foi. Donc, c'est ma foi qui m'a toujours Ça permis a de aidé. prendre. Oui, moi, ma foi m'a toujours aidé parce que même dans les périodes où ça a été compliqué, je me suis toujours dit que non, il me voit là, il va m'aider. Mais j'ai eu une longue période difficile, très, très difficile. Et je m'en tire bien. Ok, Je m'en tire bien. J'ai été toute seule. J'ai élevé mon enfant seul, mon premier, ok. avant de connaître mon mari. Et je me suis battue. J'ai fait des choix. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Peut-être que ça fait partie de moi parce que c'est le sportif, hein, on aime jamais rester à un Ouais, endroit. Et aujourd'hui, ma plus grande réussite aujourd'hui, ma fierté, c'est-à-dire que je suis toujours restée fidèle à moi-même. ok. Euh, j'ai évolué, j'ai pris beaucoup de maturité. Et ce qui fait que je suis capable de tout. Et tout ce Ok. que je touche, je réussis. Oh, c'est tout ce que tu touches, tu réussis. Oui. Un exemple de réussite que tu as réalisé. Nous, on veut du croustillant. Bah, je dis, quand j'ai voulu faire du football, Ça a être marché. passé, ça a marché, j'y suis Ok. allée. Et qui aurait cru que je serais rentrée dans un club professionnel de Ligue 1? Parce qu'à l'époque où Ah moi j'y oui. étais, ils étaient en Ligue 1. Ouais, 3. Oui, si, Ah, eux, à l'époque où j'y étais, ils ils étaient en montent, ils Ligue 1. descendent. C'est pas grave, ça reste quand même un Ouais. club professionnel, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, et quand j'ai voulu être entraîneur, je l'ai été. Quand j'ai voulu devenir préparateur physique individuel, je l'ai été. Et j'ai accompagné beaucoup de sportifs à leur réussite et je suis fière. Ben, je leur dis coucou, hein, à tous les sportifs que j'accompagne. Ouais. Hein.
Mon site en témoigne. Ouais, j'ai vu, il y a beaucoup de bons retours. Ouais. Beaucoup de bons retours. Après, bon, quand je dis tout ce que je touche, je réussis, c'est pas dans ce sens-là, c'est une blague Non, mais aussi. j'ai compris, j'ai Mais compris. c'est dans le sens où, quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'y vais à fond. Ok, Aujourd'hui, je suis sur un autre projet ok, où je me bats tous les jours. C'est une association là, que je suis en train de mettre en place. C'est une association où je vais transmettre l'athlétisme, cette fois ok, dans mon pays d'origine, le Congo. ok, Voilà, à travers les écoles. Et cette association-là va me permettre, en fait, de permettre aux enfants du Congo qui sont doués et qui n'ont pas les moyens et c'est une autre relation. ok. Et il y a un respect quand même des enfants en Afrique et leur transmettre tout, leur donner la possibilité de se réaliser. Mhm. Il n'y a pas de travail et tout. Et en fait, le but, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir faire du sport, ça sera l'athlétisme et le football, tout en faisant leurs études. Ok, Et derrière, c'est pas forcément pour devenir un sportif de haut niveau. S'il y en a qui veulent, il n'y a pas de souci, mais c'est pour leur permettre aussi d'avoir la possibilité de se réaliser scolairement ou sur un projet de vie ou sur un métier, ok, quelque chose, quoi. Et au pire, s'il y en a un qui veut devenir sportif de haut niveau, il n'y a pas de souci, on va accompagner, mais c'est le projet. ok. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi, j'aime Ouais, bien. J'ai toujours voulu créer une association, ouais, accompagner les autres. c'est dur, Et hein. voilà. Ça a été un parcours du combattant. Ouais, C'est un projet quand même de presque de 10 ans, hein. Je ok, l'ai toujours eu. ouais, Mais en Afrique, c'est pas toujours facile. On fait toujours face à voilà, c'est pas la même façon de fonctionner ouais. aux instances. Mais il faut y croire, hein. Il faut juste avoir des bonnes personnes. Et moi, j'ai réussi à avoir les bonnes personnes. Ok, Et donc, du coup, bah, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et je vais y aller dans pas longtemps. ok. Donc, Bon, ça voilà, sera pour un démarrage quand? ça va commencer d'ici le mois de juin. Ok, ah, c'est Oui, bientôt. oui, c'est bientôt. C'est Bah, bientôt. ça fait longtemps que ça se travaille. Ok, il y a déjà un nom de l'association? Oui, L'association s'appelle? Mastana Sport. Ok, ok. On va suivre ça et on Ouais. espère que ça va vraiment marcher parce que, Oui, ça marchera, j'y crois. bien sûr. J'y crois. Et c'est vrai que tu parles du Congo, ton pays d'origine. Oui, J'ai vu que tu as fait t'as concouru pour le Congo oui, en athlétisme oui, oui, oui. aux Jeux Olympiques de la francophonie, si je ne me Au jeu de trompe la pas. francophonie, oui. Voilà. Et j'aimerais savoir quel rapport tu as avec ton pays natal. Franchement, moi, je suis arrivée en France, j'avais 4 ans. Ok. Et je suis retournée au Congo à l'âge de 20 ans. Ok. Voilà. Je suis pour la première fois à 20 ans, 21, ouais, c'est ça, 21. Je connais, mais que pour des vacances pas Ouais. longues. Donc, je ne connaissais pas spécialement mes origines que à travers mes parents. J'ai la chance de parler le lingala, heureusement. Ils m'ont appris au moins cette richesse-là que je transmets à C'est- mes enfants. Et c'est vrai que quand ils sont venus me chercher, parce que c'est eux qui sont venus me chercher pour concourir, c'était à l'époque, en fait, il y avait les championnats d'Afrique à Brazzaville. Ça faisait Ok. longtemps que ce n'était pas arrivé, en 2004. Et du coup, ils sont venus me chercher. Je me rappelle, c'était mon DTN qui est venu. Et au début, j'étais pas motivée parce que je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer? Je connais pas trop. Et c'est mon coach qui m'a dit, mon entraîneur m'a dit, mais non, mais vas-y, c'est une opportunité. Ouais. Et un moyen aussi, toi qui as toujours eu envie vraiment de connaître un petit peu tes racines, c'est un moyen pour moi de connaître le Congo mieux que ça. Ouais. Pas le Congo des parents où tu vas en vacances, hein, mais un autre Congo, quoi. Et finalement, j'ai accepté. C'était les 4 meilleures années de ma vie. Ok. C'était génial. J'ai couru pour le Congo. J'ai côtoyé des Africains de tous les pays d'Afrique. J'ai fait des stages, j'ai fait des compétitions. C'était super, quoi. Même aussi de connaître aussi les locaux, parce que Mhm. j'ai fait la connaissance des locaux qui concourent avec moi au championnat d'Afrique. Et aussi, ça m'a permis quand même de retrouver mes racines aussi. Ce sont mes origines. Et on va dire, j'ai plusieurs langages, la France et le Congo. Et ça permet quand même c'est une richesse, quoi, que Ok. pas beaucoup de personnes ont. Et en fait, c'est quand je suis allée là-bas, quand j'ai commencé à connaître l'athlétisme, le sport africain, et j'ai commencé à voir des talents. Parce qu'au Congo, il y a des talents, les gars. Ouais. Ils courent vite, hein. Je marchais dans la rue, je voyais ça. Et en fait, l'idée, elle est arrivée là, en fait, en 2004. Ok. Je me suis dit, mais je voyais les enfants, et puis des fois, je marchais, ça dansait avec moi dans la rue et tout. Et je courais avec eux dans la rue. Et je me suis dit, non, franchement, Il y a quelque chose à il faire. y a quelque chose à faire. Ouais.
L'idée était venue là, mais j'avais pas c'était l'idée, mais c'était pas encore Ouais. quelque chose que je pensais que j'allais faire. Aujourd'hui, en tant que femme, on va faire une petite transversale là-dessus. En tant que femme qui a réussi dans un milieu assez masculin, si je ne m'abuse, et comment tu vis ça aujourd'hui? Comment tu vivais ça à l'époque et comment tu vis ça maintenant? Alors, c'est vrai que, c'est compliqué pour une femme, hein, de vraiment dans le milieu du sport, Ouais, surtout pour être mais en plus, il y en a pas beaucoup aussi toutes les femmes ne veulent pas forcément être entraîneurs, hein. ouais, C'est pas une obligation. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, qui souhaitent devenir entraîneurs, mais, bah, pour ma part, moi, j'ai pas spécifiquement souffert de de, difficultés ouais, avec les hommes dans le sport. Peut-être aussi parce que j'ai fait moi-même du sport de haut niveau. ouais, Je pense que ça aide énormément. Quand tu as fait du sport de haut niveau, c'est moins difficile de prendre ta place et de te faire respecter. Moi, quand je suis arrivée dans ces clubs de football professionnels, franchement, ça s'est toujours très bien passé. Et il y a toujours les joueurs, ils m'ont jamais mal parlé ou ça s'est toujours bien passé. Parce que pourquoi aussi? Parce que moi, je suis ferme déjà. Déjà, je suis ferme et j'ai un mauvais, comme on m'a dit, j'ai un regard qui fait peur. Je sais pas pourquoi on me dit ça à chaque fois. j'ai pas encore eu cette impression-là. Mais Je vais faire attention maintenant, faut que hein. tu vas sur le terrain dans ces cas-là. Parce que sur le terrain, je suis dure. OK, je vais venir pour une séance. En fait, je suis dure, mais je suis cool aussi. Ouais, Voilà, donc j'ai ce côté-là. Et c'est vrai que moi, les garçons, quand je les coach, tout le temps, coach, ouais. Mais c'est. il faut cette part de rigueur-là Ah oui, pour oui, t'es arriver à la obligé. performance, je pense. Il faut cette rigueur-là et il faut aussi quand même être assez ferme et mettre de la distance. Moi, OK. je mets beaucoup de distance, surtout dans le football. Je mets beaucoup de distance avec les sportifs. Mais après, ça se passe très bien. Et après, franchement, après, je me suis fait mon petit réseau. Et j'ai des agents qui m'appellent, hein, pour me Ouais, proposer des jeunes joueurs, pour ouais. les préparer, soit préparer à intégrer un centre de formation, soit pour des stages. Je les prends, ça se passe toujours très, très bien. Après, maintenant, je pense que j'ai plus besoin de prouver. Parce que Ouais. maintenant, ça fait maintenant un moment, j'ai commencé en 2018, hein. Ouais, donc c'est vrai, il y a quand J'ai même, commencé la préparation physique, d'abord au début, quand j'ai fait mes stages, j'ai commencé déjà en auto-entrepreneur, OK. mais que le foot. Vraiment que le football. Et après, je coachais des fois un petit peu bon, d'autres personnes. Et après, quand j'ai monté ma salle de sport, j'ai fait d'autres sports aussi. Et le golf. OK. Pourquoi? Vraiment très transversal, on va Non, mais dans ça a rien à voir. En ouais, fait, pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'avais fait mon diplôme de préparateur mental, du coup, en fait, je me souviens, j'étais à la maison régulièrement et tout. Je le faisais en présentiel, enfin, à distanciel. Et j'accompagnais déjà des sportifs à la base de mon dossier. Puis je m'ennuyais. Et puis en fait, un jour, parce que moi j'habite dans un village, et dans mon village, il y a 3 golfs autour. Et je m'ennuyais des fois. Et en fait, il y avait écrit venez tester des cours de golf gratuits à Courson. Oh, tiens. Et je suis allée tester. Et en fait, l'entraîneur de golf, c'était un entraîneur de ligue. OK. Et j'ai golfé et j'ai adoré ça. Et après, quand j'ai commencé à golfer, j'ai dit ah, moi qui critiquais ce sport, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, j'ai commencé à pratiquer le golf et j'en ai fait 5 ans. Ouais, Donc, je suis pas mauvaise. Et après, j'ai côtoyé des gens du golf là-bas. Et puis, certains me demandaient de les coacher en préparation physique, voilà, sur de la mobilité. OK. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas m'enfermer qu'au football. J'ai beaucoup accompagné beaucoup de footballeurs, énormément. Mmh. Et après, quelques golfeurs. Et après, des jeunes d'autres sports. J'ai accompagné une jeune fille qui faisait du roller hockey, OK. voilà, qui a fait les championnats d'Europe et tout. Et une jeune fille longtemps qui a fait du taekwondo, coucou Inès. Une petite question, d'ailleurs, je tiens vraiment à te remercier pour ton honnêteté, depuis tout à l'heure et ce moment-là. C'est vrai que c'est ce que je recherchais et tu réponds parfaitement à mes questions et je suis vraiment content encore une fois de t'avoir et Je t'ai dit, je suis bavarde. je je me sens très privilégié aujourd'hui de t'avoir. J'aimerais un petit peu parler toujours de ce côté féminin. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui hésite un petit peu à se lancer dans ce milieu professionnel ou sportif? Quel conseil tu lui donnerais? Ben, moi, je donnerais alors, ce qui est intéressant pour moi, une jeune fille, déjà, faut tester beaucoup de sports. OK. C'est important parce que faut tester des sports. Et puis, il faut pas avoir peur. Il faut y aller. On est dans une génération aujourd'hui. Le sport féminin a bien évolué. Ça a énormément évolué.
Et ce qui est dommage, en fait, c'est vrai que quand les jeunes filles, ça dépend des communes, hein. Je trouve que faire des écoles municipales de sport, c'est génial. Moi, Ok. j'en ai fait. Il y a pas mal de communes qui en font, qui permettent déjà aux jeunes déjà de découvrir plein de sports. Et à partir de ce moment-là, bah, il faut y aller, quoi. Moi, il y a pas besoin de se renfermer. Moi, je pense que les jeunes filles, aujourd'hui, elles ont tout à fait leur place dans le sport de haut niveau, et surtout que c'est en plein essor. Ok. J'aimerais parler de ta culture franco-congolaise, si je puis dire ainsi, et tes expériences multiculturelles et tes expériences diverses dans pas mal de sports. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ta manière, dans ta vie et dans ta manière aussi d'accompagner? Dans ma manière d'accompagner sur tout ce qui est ma D'accompagner les culture. sportifs, oui. Bah oui, parce que la culture, pourquoi le fait d'être allé au Congo, ça m'a permis de voir que les jeunes Congolais, quand tu les accompagnes, ils se plaignent jamais. Ok, Ils se plaignent pas. Quand on leur dit de courir à 6 heures du matin, ils courent à 6 heures du matin, il n'y a pas d'histoire. Et ils ont énormément de respect. ok, Ils ont énormément de respect. C'est ça, en fait, qui m'avait marqué quand je suis allée. Et même quand je vais dans mes écoles, quand je suis allée, j'ai visité des écoles, les gamins, bon, il y a des écoles, ils font un peu n'importe quoi, comme partout, mais quand tu te dis de faire quelque chose, voilà, il y a ce respect-là. Et c'est ça, en fait, qui a fait que quand j'accompagne mes sportifs aujourd'hui ici en France, je me bats aussi pour ce respect. Ce que beaucoup n'ont pas. Euh, ok, des fois, surtout moi l'athlétisme, j'ai cessé de l'accompagner parce que c'est, en tant qu'entraîneur, c'est beaucoup du bénévolat. On fait toujours beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est un sport assez pauvre aussi, hein, en termes de. Déjà, la France, on n'est pas un pays de sport. Ça, faut dire ce qui est, hein. ouais, Et il n'y a pas de moyens dans des clubs financiers et tout. Et les clubs n'ont pas énormément de moyens non plus d'accompagnement, sauf certains, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et du coup, forcément, tu coaches en tant que ouais, bénévole énormément. Donc forcément, tu donnes beaucoup. Et tu donnes énormément. Et du coup, des fois, c'est une génération, pas celle. Moi, j'ai commencé à entraîner quand même depuis déjà beaucoup d'années. C'est ma 15e année. Ça fait 15 ans ok, que j'accompagne les jeunes. Et je trouve que ces 2 dernières années, c'est compliqué. Les jeunes se croient tout permis, on leur doit tout. Voilà, ils oublient qu'on n'est pas spécialement payé. C'est du bon vouloir, quoi. Et derrière, quand on donne beaucoup, et ils ont l'impression qu'il faut donner encore plus. ok, Donc c'est difficile parce que derrière toi, en tant qu'entraîneur, tu restes quand même un être humain. Ça peut parfois être agaçant. Et bon, tu le fais quand même parce que voilà, c'est une passion, hein, et je connais mon milieu, mon sport à moi. Je sais que l'athlétisme, c'est un milieu, il n'y a pas énormément de moyens en termes d'entraîneur. Donc, on le fait quand même. Moi, j'ai arrêté. euh, je suis revenue dans le football parce que j'ai pas la même relation. C'est pas la même ok. relation. C'est pas la même relation. Et tout à l'heure, je t'ai dit quel conseil tu donnerais à une jeune fille, Oui, mais quel conseil tu donnerais justement à cette nouvelle génération? Un seul conseil, hein. Un seul oui. conseil, Un un seul seul mot. conseil, Qu'est-ce que tu dirais à cette nouvelle génération? le respect Ok. et s'entraîner. Le respect, s'entraîner. Le S'entraîner travail, quoi. et le travail et arrêter de passer sa vie à être sur les réseaux sociaux, même si on a fait une vieille perf. Ok. Voilà, et c'est important, l'entraînement est important, le respect et aussi la confiance en soi, Ok. ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'ils ont tellement de réseaux, ils ont tellement de trucs, et du coup, moi j'ai accompagné des sportifs aujourd'hui, quand ils sont très souvent sur les réseaux sociaux, ils perdent énormément confiance en eux. Pourquoi? Parce que c'est la poudre escampette, l'autre a ça, les vêtements, les Nike, les machins, les ci, et souvent ça peut, et ça arrivait, hein, ça les mine. Ok. Ils se sentent mal, ils se disent ouais, j'y arriverai jamais. Et des fois, ils ont envie d'avoir ça tout de suite. Donc forcément, c'est normal, hein, c'est une génération aujourd'hui, ils sont connectés. Et, tout le monde fait des vidéos, tout le monde fait des trucs, tout le monde fait des machins. Et du coup, bah, ils ont le sentiment que si moi aussi je me fais voir, peut-être qu'il y aura un sponsor qui va me regarder, Ouais. machin. Et non, le sponsor, il regarde la performance aujourd'hui. Ouais. Mais c'est compliqué justement de passer outre ces réseaux sociaux-là parce qu'il y a quand même les réseaux sociaux sont très présents dans l'écosystème, dans Oui, mais l'environnement. oui, ils sont présents à partir du moment où tu perfs. Ok. Si tu perfs pas, tu n'as pas besoin. Effectivement. Tout simplement. Et surtout qu'aujourd'hui, il faut être clair, c'est une réalité. C'est pas parce que tu vas faire des réseaux sociaux, tu vas courir, admettons, tu vas faire un 200 mètres pour un garçon en 23, que tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, tu auras un sponsor. C'est faux. Ouais. Le sponsor, il va là où il y a la performance, quoi. C'est une réalité. Ouais, Ok. moi, j'ai accompagné une jeune fille, une Ivoirienne, pas dans l'entraînement, mais je l'ai accompagnée dans son parcours de vie.
Et je peux te dire que c'est quelqu'un qui était assez discret. Mais elle était forte. C'est une fille qui a fait des JO. Elle Ouais. n'avait pas de sponsor. Mais elle s'est battue, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a couru. Et ça y est, aujourd'hui, elle a signé. Ok. Donc, c'est pour te dire que il faut arrêter de croire que parce que je vais passer ma vie à exposer mon quotidien, ma maison, mon chien, mon chat, tout ça, que demain, je vais avoir un sponsor, quoi. Et puis, Effectivement. il faut aussi bien les manier, tes réseaux. C'est pas faire pour faire. Et aujourd'hui, il y a une pluie de vidéos de sportifs. Des fois, tu sais plus où regarder, quoi, qui regarder, quoi. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, à partir du moment où là, tu as quelque chose à vendre et que moi, je parle du sport. Hein. Après, Ouais. le reste. Mais au sportif, au niveau du sport, il faut quand même avoir un certain niveau quand même aujourd'hui pour pouvoir prétendre à se mettre en place, quoi. À Ok. part si tu as envie de faire d'autres choses, tu as Ok. d'autres talents, quoi. Encore une fois, merci beaucoup De rien. pour tout ce que tu nous apportes depuis le début. C'est tout ce que je demandais. C'est mon point de vue, hein. Ça veut pas dire que je ne dis pas la Oui, vérité, non, hein. mais en tout cas, moi, je suis très content d'apprendre de toi parce que nous, on a créé ce podcast-là justement pour apprendre des personnes comme toi. Et Oui, très tôt, pendant nos échanges, oui, j'ai su qu'on allait beaucoup apprendre et que ça allait être oui. enrichissant. J'ai encore quelques petites questions à te poser. Notre média s'appelle Rebond. Rebond Oui, parce que des rebondissements dans la vie. bah, ça, c'est... Euh, Si tu devais donner une définition de vie, une définition à ce terme rebond. Pour moi, rebondir, en fait, c'est pas, ça se fait pas de cette manière-là. Rebondir, pour moi, c'est euh, évoluer, Ok, prendre le temps et voilà, tracer sa route calmement. Et rebondir, c'est pas parce que souvent quand on entend le mot rebondir, on a l'impression que les gens ils ont eu une galère et après ils sont sortis tout de suite. ok, Non, il y a tout un parcours. Et en fait, il faut accepter de 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 d'avancer dans son avenir avec ses cicatrices. ok. Donc, si je résume, rebondir, c'est prendre le temps, Voilà. accepter, Oui, d'avancer avec accepter et avancer avec ses cicatrices. exactement. Ok, très bien, très bien. Voilà. Un autre point que j'aimerais aborder aussi avec toi, c'est quel conseil tu donnerais à une personne. On est toujours dans les conseils. Les conseils, moi je suis Voilà, pas d'ailleurs le cordonnier t'es toujours mal là, chaussé. t'es là pour nous donner des conseils. Moi, Euh, Quel conseil tu donneras à une personne qui a traversé une situation difficile et qui souhaite rebondir? C'est vrai que moi, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait avant. oui, mais moi, le conseil que je donnerais, franchement, après, c'est mon expérience. Pour pouvoir rebondir, il faut se faire accompagner. Moi, Ok, franchement, je le dis. Pourtant, je suis quelqu'un de solitaire et on ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. On ok, a toujours besoin des autres pour s'en sortir. Si c'est pas son entourage, il y a des associations de rebond qui existent. En tout cas, moi, pour l'entrepreneuriat, moi, j'étais accompagnée par une association où il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient échoué aussi, qui avaient aussi liquidé leur société. Et se retrouver ensemble, si tu dis, tu n'es pas tout seul, en fait. Et au milieu de tout ça, il y avait une équipe de personnes, des banquiers, des juristes, des anciens entrepreneurs qui ont réussi, qui ont rebondi derrière. Et c'est bien parce que tu vois des gens, toutes sortes de personnes, et ça te permet quand même de... Tu dis, ah, en fait, je suis pas toute seule. ok. Ah, en fait, il y a des gens qui sont là pour moi. Mhm, Et tu peux te lâcher, quoi. Et je pense que c'est important. Mais il faut pas rester seul. ok. Donc, si on peut résumer, 3 conseils que tu donnerais. Trois, 3 conseils. trois conseils. Ne pas rester seul, Ok, se faire accompagner ok. et avoir la foi. Et avoir la foi. Tout est possible à celui qui y croit, même dans les épreuves les plus difficiles. Ok, c'est notez-le bien, hein, tout est possible. Voilà, Voilà. on se fait accompagner. Je dis non, je répète, tout est possible à celui qui y croit Ok, et qui se donne les moyens, même dans les épreuves les plus difficiles. c'est noté, vous avez enregistré, j'espère. Ça, c'est ma devise. Voilà, faites-en autant. Qu'est-ce que tu diras aux gens qui nous regardent au-delà de ton histoire? Qu'est-ce que tu voudrais que ces gens retiennent de toi? Je sais pas. Bah, qu'est-ce qu'ils vont retenir de moi? Je suis une personne comme tout le monde, hein. Voilà, Voilà, je suis pas meilleure que qui que ce soit. C'est juste que mon parcours et mon histoire est assez atypique. Il y a beaucoup de choses. Parce que, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui... J'aime pas perdre. Et j'abandonne jamais, en fait. Même quand c'est dur, même quand je pleure, même quand je craque, j'abandonne jamais. Voilà ce qu'il faut ok. retenir de moi. Que tu es une personne qui La femme n'abandonne la jamais. femme que je suis. Je N'abandonne suis une jamais. battante. Voilà. Voilà. Et donc, au moment où ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes voudront abandonner, ils penseront à toi.
comme exemple. Alors, ils diront que Solène a dit qu'il ne faut pas abandonner, il Faut faut pas garder abandonner. la foi, faut se faire accompagner, il ne faut pas rester isolé. Ok. Être isolé, c'est pas bon. Est-ce que tu as un livre, un film, un, un auteur qui t'a inspiré? Le hasard n'existe pas de Karl Otto Schmidt. Ok, le hasard n'existe pas de Karl Otto Smith. Et Otto Schmidt. qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre? Pourquoi ce livre m'a marqué? Parce que dans ce livre, il parle de la pensée positive. Ok, Il t'explique en fait que c'est facile d'être négatif et c'est dur d'être positif. ok, Pourquoi? Parce que l'être humain, quand il est négatif, en fait, c'est une sécurité. Parce que si, par exemple, il rate quelque chose, il se dit, ah bah, comme j'étais négatif, c'est pas grave. S'il est positif, il a peur de se dire que bah, si j'ai fait quelque chose et que j'ai pas réussi, ah, t'as vu, j'étais positif, mais j'ai pas réussi. Et il dit en fait que on n'échoue jamais, on apprend toujours. ok. Merci beaucoup pour ce magnifique échange. On termine sur ces belles paroles. C'était le 6e épisode de Rebond Podcast. Merci encore à toi, De rien. Solène. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir Ah à oui, nos j'ai pris côtés. beaucoup de plaisir. Comme je disais précédemment, c'était le 6e épisode de Rebond. Merci à tous. Gros bisous. À très bientôt.